Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de Coupe du Monde. Cette semaine, on va débriefer la Coupe du Monde d'Innsbruck qui se déroulait la semaine dernière avec la 5e étape de bloc de la saison déjà et la 3e étape de difficulté. Et pour ça, aujourd'hui, nous sommes avec Manon Illy, athlète équipe de France, multiple championne de France, multiple participante en Coupe du Monde. Bref, tu nous détailleras tout ça. Manon, comment ça va? Ça va, hein, rentrée fraîchement d'Innsbruck à Marseille. Ouais, t'as fait le retour hier? Ouais, c'est ça. Ok, et bah super. J'espère que t'es bien rentré. Ça va, t'as récupéré un petit peu de tes émotions? Ouais, ça va. Ça va. Encore un peu d'émotion, mais c'est ok. Ouais, ok. Et du coup, donc aujourd'hui, on est comme d'habitude avec Mathieu Dutré, commentateur au sport. Mathieu, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Miguel, bonjour Manon. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Et Merci. Mathieu, du coup, toi, je crois que tu étais au commentaire de la difficulté ce week-end. Et ouais, Comment ça s'est passé? ouais, Bien? je m'étais réservé pour voir Manon et j'ai kiffé. Ouais, t'avais prévu, t'avais Ça tout s'est bien prévu? passé, ça s'est bien passé. Après, bon, les deux finales de diff étaient pas mal, hein, c'était intéressant, il y avait des choses bien. On en reparlera tout à l'heure. Après, c'est toujours le moment le plus long, entre guillemets, du commentaire quand tu fais deux finales de diff à la suite. Donc, il faut être prêt. Mais c'était deux belles finales, une très belle soirée à Innsbruck. Ouais. Bon, alors ce que je vous propose, c'est bien sans plus attendre de résumer toute cette semaine de compétition. Alors, contrairement à d'habitude, on a tendance à passer, comme d'habitude, on va passer un petit peu plus de temps sur la compétition qui va concerner notre invité. Donc, cette semaine, on va passer un petit peu plus rapidement sur les deux étapes de bloc et on se concentrera sur la difficulté. Mais donc, la semaine commençait avec du bloc femme et une finale de bloc femme assez particulière, on va dire. Alors, on va d'abord regarder rapidement le classement de demi-finale avec un petit peu les classiques de cette année, j'ai envie de dire Annie Sanders, alors Camille Moroni très haut dans le classement, Futaba Ito, Oceania Mackenzie, Erin McNish, Oriane Burton, Ayala Karim et Yuetong Zhang, donc pas vraiment de grosses surprises, si ce n'est peut-être quand même des éliminations Mao Nakamura, Zelia Havzu qui n'était pas en finale, mais bon peut-être qu'il y a aussi un peu l'accumulation des compétitions, et puis c'est pas non plus encore une énorme surprise de ne pas toujours voir Zelia en finale, même si évidemment on en redemanderait à chaque fois. Je vous propose donc de regarder ce résumé de bloc femmes en images avec un premier bloc assez difficile et vous le voyez ici, Oriane qui ne va pas trouver la solution de ce premier mouvement. Il n'y en a pas beaucoup qui vont la trouver. Il y a Annie Sanders, l'américaine, qui va réussir, mais qui va s'arrêter sur la suite du bloc. Aucune grimpeuse ne vont réussir à toper ce premier tracé et ça va un peu annoncer la couleur d'une finale assez frustrante parce que directement sur le deuxième bloc, on va découvrir un bloc assez labyrinthique avec une zone que quasiment aucune grimpeuse ne va réussir à avoir, sauf encore une fois Annie Sanders, l'américaine, qui va venir réussir à valider ce bloc et prendre déjà un énorme avantage sur la concurrence. À ce moment-là, dans la finale, il y a vraiment très peu de points. Vous voyez Annie Sanders qui est la première, mais derrière, Oriane Burton est encore à 0 points, aucune zone, elle n'est pas la seule. Et ça va continuer dans le troisième bloc, Oriane dans un bloc beaucoup plus physique, vous voyez, avec une zone déjà compliquée à atteindre, qui ne va toujours pas trouver la solution, mais là encore, elle va pas être la seule, aucune des grimpeuses ne va trouver la solution de ce bloc, et même de la zone, donc à ce moment-là, après le troisième bloc, on est à un top dans la finale, je crois, et cette zone, jusqu'à ce moment où Oriane va se libérer et réussir à sauver sa finale avec un top sur le dernier bloc. Elle sera pas la seule, il y aura Erin McNish et Annie Sanders qui vont réussir à toper. Donc au total, dans cette finale, elles ne seront que 3 grimpeuses à avoir topé un bloc. Annie Sanders, Erin McNish et Oriane Burton. Et Annie va en toper 2 et donc remporter cette finale. Mais donc derrière, on s'attendait à avoir Erin McNish et Oriane Burton au classement. Eh bien non, parce que malheureusement, au nombre de zones, je vais vous afficher le classement juste ici, Oriane ne va pas réussir à avoir de zones, alors que Oceania et Yuetong Zhang vont avoir chacune 3 zones. Alors là encore, c'est un point qui fait assez débat dans les nouvelles réglementations de classement IFSC depuis 2 ans maintenant. On est passé au point alors qu'avant les tops primaient sur les zones. C'est pas le cas et du coup on voit Oriane Burton en 5e position. Derrière donc sur le podium Oceania Mackenzie, Erin McNish et Annie Sanders qui remportent une nouvelle Coupe du Monde.
Bon, c'était une finale un peu particulière. Je pense qu'on a tous trouvé, non? Bah, c'était nul. Faut dire les choses cash. Franchement, je le dis clairement, mais bah, après, on peut tout mettre sur la faute des ouvreurs, c'est ce que je vais pas faire, mais c'est quand même une bonne compilation de tous les trucs qu'il faut pas qu'il se passe dans une finale, quoi. Ouais, et Des blocs qui servent à rien, des blocs qui marchent pas, des zones mal placées, ça fait une cata, quoi. Donc c'est vrai que tout cumulé, c'est assez moche, à part pour les trois qui sont sur le podium. Que dire de cette finale? Bravo à Annie Sanders, c'est la plus forte. C'est pas la première fois depuis le début de la saison, elle fait son taf. Et même, chose incroyable, elle fait quand même la zone du premier bloc, qui est quand même à peu près l'inverse de ce qu'elle aime. Donc bravo à elle, même si elle met 8 essais. Petit coup de chapeau à Oceana McKenzie qui a fait cette zone au premier essai, je pense que c'était pas facile. Et puis après, derrière, bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, revenir sur ce que tu as dit à la fin, sur le nouveau système, enfin le système de classement actuel. La preuve qu'on peut faire des blocs et ne pas être mieux classé que ceux qui font que des zones. On le savait déjà. Ça arrive pas très souvent, hein. Là, c'était assez flagrant. C'était le cas aussi en demi, bah, avec, je crois, une Anglaise surtout sur un qui fait podium deux de blocs finale qui de se Coupe passe du pas. Monde. Ouais, et puis, que dire de ce système de classement? Moi, je le trouve nul. Pourquoi? Parce que ces petits points là, 68,9, 34, machin, là, tout le monde me dit que c'est plus clair que les tops et les zones. Moi, je crois pas. Et là où c'est, en dehors d'être nul, là où c'est dérangeant, c'est que l'essence même de l'escalade, c'est quand même d'arriver en haut. Et là, le fait d'arriver en haut, bah, ça passe après le fait de marquer des points. Ça, c'est bien dommage. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Manon, de cette finale? Bah, moi, après, j'ai peut-être un point de vue un peu plus athlète où je trouve ça dur quand t'es préparé à une finale et que t'arrives pas à t'exprimer, et c'est toutes les filles, plus ou moins. Je trouve ça hyper dur psychologiquement et je pense que les filles, c'était compliqué et je suis pas sûre qu'elles aient pris énormément de plaisir à grimper. Je trouve que c'est ça le plus dur, sans parler même des spectateurs, hein, du coup, qui attendaient quand même que les blocs fassent. Et je trouvais que c'était frustrant parce qu'on se demandait vraiment comment les blocs pouvaient marcher. Et c'est ça le plus dur à regarder. Ouais. Et après, c'est vrai qu'Oriane qui fait le dernier bloc et qui fait pas les zones, du coup pas de podium. Il y a un vrai côté frustrant. Après, moi, sur l'histoire des points de zone, je trouve ça cool de valoriser les gens qui grimpent quand même. Et des fois, il y en a qui ont j'allais dire des blocages psychologiques, qui n'arrivent pas à toper les blocs. Donc ça peut aussi les réconforter. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça montre quand même que la petite limite des points, et peut-être que 10 points les zones, c'est un peu trop, qu'il faudrait pas que 3 zones, ça vaille plus qu'un bloc. Mais Ouais. après, moi, je suis pas contre le système de points. Ouais, alors moi j'avoue que c'est vrai. Bon, alors déjà, on en parlait, Mathieu, parce qu'il y a 2 semaines, parce que c'était à Prague qu'on a eu la finale homme extrêmement difficile, avec seulement 3 tops, donc encore moins de tops qu'ici. Et pourtant, personnellement, j'avais trouvé la finale quand même assez agréable à regarder, parce que les blocs grimpaient un petit peu. Et enfin, ça grimpait, il y avait quand même un peu de spectacle, et surtout là, on a l'impression que ça s'est fait dans un ordre terrible pour le spectacle, quoi. T'arrives, le premier bloc, aucun top, le deuxième bloc, aucun top jusqu'à Annie Sanders qui est quand même la dernière à passer et quasiment aucune zone. Il y a Camilla Moroni qui fait donc la zone du deuxième que j'avais oublié quand même. Et le troisième bloc, tu repars sur que des zones, mais enfin non, que des échecs ou des zones. Et Bah, le derrière, 3, le 3, et non seulement il n'y a que des zones, mais en plus, ouais, la zone, à chaque fois qu'elle est faite, elle est faite au premier essai. ouais, Et donc, il se passe pas grand-chose derrière, quoi. ouais, donc c'était vraiment extrêmement long. Après, moi, c'est vrai que sur le système de points, je suis assez partagé. Il y a. Alors, personnellement, je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu, sur le fait que je trouve pas ça plus pratique. J'avoue que je comprends pas. C'est vrai que je trouve que ça donne un petit peu ce côté. Ça fait perdre un peu l'identité de l'escalade, du sport. Tu sais, t'as l'impression. Moi, quand je zappe sur une chaîne et que je vois un sport à points comme ça, j'ai vraiment l'impression que ça fait sport alternatif. Que tu vois aux Jeux Olympiques avec tous les points au ski, que tu comprends pas vraiment pourquoi il y a ces points, mais comme les points sont au-dessus, c'est bon, tu peux comprendre le classement et au moins ça t'embête pas. Mais alors que tu t'arrives, tu regardes nombre de bâtonnets, il y a des bâtonnets pleins, des bâtonnets à moitié remplis et des bâtonnets vides, je trouve ça beaucoup plus clair en fait. Et derrière, il y a le système de départage aux essais qui était pas génial. Mais bon, sur le reste, par contre, c'est vrai qu'en bloc, on a quand même un aspect qui est souvent débattu et débattable, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de blocs. Je sais pas si toi, t'es d'accord, Manon, surtout que tu l'as pas mal vécu dans la période olympique, de blocs à 2 étages.
et où souvent on a deux mouvements très distincts, deux crux très distincts, et de temps en temps on a le crux de zone qui est plus dur que le crux de top, et du coup c'est vrai que ça fait suer quand on a 10 points alors que qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, on va prendre les 10 points de la zone, mais s'il y en a un sur un autre bloc qui lui réussit le top, alors que le top du bloc 3 par exemple était plus facile que la zone du bloc 1, il gagne 15 points alors que toi t'en as gagné que 10. Bah, c'est toujours un petit peu punitif quoi le bloc. Je sais pas ce que vous en pensez Oui, là-dessus, mais... c'est comme les compétitions, j'allais dire un peu plus amicales avec les blocs à 1000 points. En fait, ça dépend ce qu'on veut valoriser et je pense que tout se vaut. Après, il y a vraiment, je pense que tout se vaut. Ça dépend des scénarios. C'est toujours la même histoire, c'est qu'on donne aussi beaucoup de pouvoir aux ouvreurs et que selon comment ils passent la zone, comme disait Mathieu, ben du coup, c'est compliqué et les 10 points ils sont volés ou alors justement ils sont pas assez valorisants pour ce que l'athlète il a fait, mais ça après c'est le jeu de l'escalade pour le coup. Ouais, Bon, moi je pense que c'est plus un problème de positionnement, notamment par rapport aux zones que du reste. Et ce que dit Manon sur le pouvoir qu'on donne aux ouvreurs, je ne sais pas si c'est un pouvoir qu'on leur donne. Je pense que c'est Oui. inhérent à l'escalade. C'est-à-dire que les ouvreurs, ils ont ce pouvoir, mais on ne leur a pas donné. C'est comme ça en fait. À partir du moment où c'est toi qui crée le parcours de ce qui se passe derrière, c'est toi qui invente le terrain de jeu de la compète, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais en fait, je, on a essayé déjà, il y en a quoi, il y a déjà eu, il y a visiblement cette année plus ou moins des consignes qui sont données aux ouvreurs. Ça n'empêche que à la fin, c'est eux qui mettent les prises et c'est eux qui décident. Mais c'est en même temps, il n'y a pas vraiment de système différent, quoi. et Disons qu'ils décident de valoriser ou pas les zones en fonction de là où ils les mettent quoi. Du ouais. coup, c'est eux Ça, on qui est ont d'accord. un peu le pouvoir du scénario de je valorise le top ou je valorise les zones. Et après, il y a quand même de l'aléatoire On est sur le d'accord. niveau des filles, au jour J et tout ça quoi. Ouais, bon, en tout cas, une finale qu'on retiendra pas vraiment pour les très bonnes raisons. D'ailleurs, c'était assez rigolo, hein, parce que vraiment, les images de la finale, les filles, elles se regardaient. Tu voyais que toutes les finalistes avaient de l'empathie pour chacune d'elles. Je pense, tu voyais Oriane, qui est très expressive à la fin de chaque bloc, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, tu voyais qu'elle sortait, t'avais presque l'impression qu'elle sortait un peu de leur finale, à se dire, non mais ils nous ont fait quoi avec ces blocs, etc. Et je pense qu'elle connaissait le classement, ou qu'en tout cas elle revoyait les gens revenir à l'ISO très longtemps après, donc elle savait un peu ce qui se passait. Mais bon, du coup voilà, ça donnait ces images un petit peu drôles. En tout cas, au classement général de la Coupe du Monde femmes, on va s'y intéresser un petit peu, parce que c'était quand même déjà l'avant-dernière étape de la saison. Erin McNeice, qui est toujours en tête, qui reprend encore un peu d'avance sur Oceania Mackenzie, mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un sacré exploit d'Annie Sanders, qui avec une Coupe du Monde en moins est en train de revenir comme un bulldozer. Et derrière, Melody Sekikawa, la japonaise, qui est toujours là. Oriane Burton qui revient un peu sur elle. Malheureusement, c'est vrai que là, Oriane, pour le podium, ça semble un peu cuit là, cette année. 800 points de retard avec Annie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à moins d'un miracle, ça paraît quand même compliqué sur la dernière étape. Bah, moi, ce que je trouve triste sur ce classement de la Coupe du Monde, c'est pas le classement, hein. Il est très bien comme il est. C'est que la prochaine étape, elle est en novembre, et que ça, c'est un drame. D'avoir découpé la saison comme ça, de faire 5 compètes, limite 5 semaines de suite, où ça fait l'impression que ça a commencé il y a un mois. Non, c'est pas vrai, mais ça a commencé il n'y a pas longtemps du tout. Et puis là, de faire, allez, vas-y, on verra bien qui c'est qui gagne en novembre. Ah, c'est terrible. Pourtant, il y a Ça. des filles qui sont dans les 5 premières qui ne seront pas. En vrai, c'est une nouvelle saison, quoi. Donc, quand je dis triste, c'est encore une fois, là, pour le coup, World Climbing, je ne comprends pas, mais du tout. Ça fait 2 ans qu'ils te disent qu'ils vont faire un effort pour valoriser le classement des World Series. Et en fait, ils en ont rien à foutre, parce que Ah bah ça, le choix, il est en étonnant. novembre, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé pendant cette première partie de l'année. Et après, écoute, si Annie Erin McNeice ou Oceania Mackenzie, elle gagne la Coupe du Monde, j'allais dire, tu sais quoi, on en parlera si c'est Oceania Mackenzie qui la gagne, parce que ça serait hallucinant. Bah oui, elle aura repris, Parce enfin, que ce serait c'était une vraiment forme complètement différente. la surprise de l'année. Ouais. Mais sinon, en vrai,
qu'il y aura une compète de bloc à la fin de l'année à Santiago, là, avec la finale de vitesse. Là, ça ressemblera à rien. Tu te demanderas ce que ça va faire là. Et puis voilà, quoi. Ouais, je remonte juste le calendrier de la saison, donc je l'ai pas montré au début, mais vous le voyez, donc la saison de bloc est quasiment terminée, donc avec la 5e étape de bloc qui se déroulait là à Innsbruck. Et Ah, c'est en octobre, pardon, pas en si vous novembre. Désolé, regardez je me suis trompé d'un mois. tout en bas, on a une étape à Salt Lake aux USA de bloc, complètement perdue par rapport aux autres qui se déroulent alors juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois plus tard. Manon, toi, alors t'es pas trop concerné parce que t'es sur la difficulté, mais je sais pas si t'as eu des informations via l'équipe de France ou juste des échos de ce qu'en disent les athlètes de l'équipe de France. Alors, pas du tout pour le coup. Je crois qu'on a pris, entre guillemets, la mauvaise habitude que ça se passe comme ça et qu'il y ait toujours une étape plus tard. Mais effectivement, pour les athlètes, c'est hyper épuisant et ça nous demande de rester beaucoup trop concentrés. Souvent, sur la dernière étape, il y a moins de monde parce que, à un moment, on n'est pas des machines, on peut pas être fort sur 8 mois de l'année, s'entraîner, se reposer, avoir une vie. Donc, je pense que, ouais, c'est pas top en termes de gestion pour les athlètes. Et ça a pas trop de sens non plus, je trouve, mais Ah, voilà. Mais j'en ai pas entendu parler du tout. Non, je te trouve gentil effectivement de dire c'est pas top, mais t'as raison, hein, mais c'est vrai que sportivement ça n'a aucun intérêt parce que la vérité d'octobre est complètement différente. Enfin, c'est toute la préparation qu'il faut pour des athlètes Mhm. pour être au taquet le jour J. Voilà. Économiquement, alors peut-être qu'économiquement il y a des raisons, je n'en sais rien, mais économiquement pour les fédérations c'est quand même ultra lourd de se refaire une étape au milieu de nulle part. Et, logistique, les athlètes ont envie de partir en vacances. Enfin, bon, c'est pas. Mhm. Ils ont tous des saisons sur rocher, pas tous, mais quasiment. Ouais, c'est quand même un choix assez étrange. Juste pour terminer, pour Ouais. bien dire ce que je pense de l'organisation de World Climbing et de ce qu'ils ont fait, c'est que la dernière étape, c'est à Salt Lake City. Je me suis dit à Santiago, je me suis trompé, c'est la diff. Ouais. Il y a eu une Coupe du Monde de para-escalade à Salt Lake City, quoi. En plein milieu de la saison de bloc. Oui. Bon, Donc, en vrai, ok, super. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire des Coupes du Monde para-escalade. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai dit, parce que franchement, c'est top. Il y en avait une à Innsbruck, on pourra en dire deux mots, et qui s'est super bien passé encore une fois pour l'équipe de France. Mais tu te demandes, là, à Innsbruck, ils ont fait les deux à la suite. Tu pouvais pas faire le bloc vite fait, c'était fait, et puis on passait à autre chose, quoi. Bah honnêtement, je pense qu'il doit y avoir des raisons derrière. Est-ce qu'elles sont légitimes ou est-ce qu'on sont j'imagine qu'elles sont quand même critiquables, mais bon, écoute. Moi, je les critique. Ouais, critiquons-le. Allez, je vous propose maintenant donc de passer au bloc homme rapidement avec là encore une demi-finale de bloc homme avec quelques surprises cette fois-ci et notamment, alors c'était même pas la demi-finale hein, qui a fait une grosse stupeur sur le circuit, c'est plutôt les qualifications avec l'élimination de Mejdi Schalk, le français qu'on attendait, qu'on attend toujours à chaque Coupe du Monde évidemment, et ben qui se ratait à une place près en qualification. Donc malheureusement le reste de la compétition se sera déroulé sans lui et on a bien failli ne pas avoir de français dans cette finale avec Sam Abzou qui rentre à la 8e place et alors on a aussi failli en avoir deux puisque Sam Richard était vraiment pas loin et puis devant on retrouve des noms plus habituels, Sorato Enraku, Rei Kawamata, Sota Magasa les japonais, Maximilian Mine, Do Yoon Lee, le belge Hannes van Duysen et le coréen Jung Won Chon. Alors au niveau du résumé, eh bien c'est très simple, là on avait un petit peu à l'inverse des femmes sur le début, c'est-à-dire un premier bloc que tout le monde a réussi, notamment vous le voyez là avec Sam, puis sur le bloc 2, malheureusement Sam qui va rater la zone à quelques petites secondes de la fin du chrono, donc le français va prendre du retard sur ce deuxième bloc, alors que dans ce deuxième bloc il y a deux grimpeurs qui eux par contre vont décrocher du reste qui vont s'envoler plutôt par rapport au reste du peloton, c'est Rei Kawamata et Sorato Enraku qui attendra quand même 20 secondes de la fin du chrono pour égaliser son compatriote. Derrière, dans le bloc 3, on va voir, je vous ai sélectionné un très beau run de Sam Abzou qui va venir réussir à toper ce bloc numéro 3. À ce moment-là, donc, le japonais rattrape un petit peu son retard puisque les autres concurrents avaient eu la zone dans le bloc 2. Il va notamment rattraper le belge Hannes van Duysen, le japonais Sota Magasa, le coréen Jung Won Chon. Et surtout, eh bien, ce qui nous intéressait, c'était le duel entre les deux grimpeurs de tête, Rei Kawamata et Sorato Enraku. Et eh bien, à ce jeu-là, Rei Kawamata va perdre un peu de terrain sur ce bloc 3, tandis que Sorato Enraku va pas se faire prier dans un bloc beaucoup plus dans son style
que la dalle. Je sais plus si c'était un flash, mais en tout cas, il l'a réussi en 1 ou 2 essais, le japonais. Et derrière, pas de suspense. Le bloc 4 va être un petit échec d'ouverture. On le voit ici avec, je vous ai mis quand même une belle chinte de notre français Samavzu qui va commencer en passant en bas de ce volume, alors qu'il aurait fallu passer par en haut. Et ce sera d'ailleurs l'un des plus proches pour aller chercher ne serait-ce que la zone, puisque aucun grimpeur ne vont réussir à aller chercher cette zone. Donc ce sera un statu quo au classement et on va avoir une 5e victoire d'affilée pour Sorato Enraku. Deuxième, Rei Kawamata qui réalise son meilleur placement en Coupe du Monde tout simplement, je crois, si je dis pas de bêtises. Do Yoon-lee 3e, Samavzu 4e, deuxième 4e place de la saison en bloc pour le français qui fait quand même une super saison. Jungwon Chon, Hannes Van Duysen, Sota Amagasa et Maximilian Milne. Bon, au final, plus agréable à regarder quand même. Non, Ouais. je sens Bah, pas. t'as regardé la finale, toi, Manon? Alors oui, on était en train de manger parce que nous, on se préparait parce que on commençait très tôt le lendemain. Mais oui, on a regardé la finale, bien sûr. Après, je dirais quand même mieux à regarder, oui, bien sûr. Les blocs marchaient un peu plus, mais c'est vrai que c'était soit facile, soit trop dur, globalement. Mais il y a eu quelques petites choses un peu plus cool à regarder, comme le chant de Sam. Si ça marchait, je pense que c'était vraiment chouette de voir que les athlètes ils essaient de faire des chantes. Je trouve ça cool à regarder. Après, c'était pas non plus incroyable et le duel il y avait pas Mesdi, donc je pense qu'on était aussi tous un peu déçus qu'il n'y ait pas duel Mesdi-Sorato sur cette finale. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi j'ai trouvé que effectivement, c'était pas la plus belle finale de tout le temps, on est d'accord, on va pas se mentir. Non, mais les ouvreurs, ils avaient envoyé un message à l'équipe de France de diff pour leur dire de se coucher tôt parce que le 4e bloc servait à rien. Ils savaient tous qu'il y avait 0 point de marqué, donc non, mais ça me permettait d'aller dormir très vite. Les blocs qui ne marchaient pas grimpaient un petit peu plus. Tu pouvais, enfin en fait le dernier bloc notamment parce que les autres blocs ont. Alors le premier, bon, c'était pas extrêmement sympa parce qu'ils l'ont tous réussi en quelques essais, mais quoique non, Sota Amagasa l'a pas réussi d'ailleurs, donc c'était pas non plus si simple que ça. Mhm. Et derrière, la dalle était quand même assez intéressante à regarder, j'ai trouvé personnellement. Et Ouais. bon, le 3, assez intéressant aussi. Non, c'était vraiment le bloc 4. Mais le bloc 4, voilà, bon, il y a Sam qui nous met cette chinte au début, assez sympa. Et il restait longtemps sur le bloc. Voilà, c'est pas une cordeau impossible où tu te tapes 10 essais où ça avance pas. Il y avait un peu de recherche, quoi. Donc, Mais les blocs, ils n'ont pas un intérêt que quand ils fonctionnent. Hein. C'est tout à fait. Ça arrive qu'il y ait des blocs qui ne marchent pas et qui créent une émotion dans le public, dans les grimpeurs, ce genre de choses. C'est vraiment une alchimie entre ce qui a été ouvert et ce qui se passe dedans. Il y a des blocs où il n'y a aucune histoire. Il y a des blocs où tu peux raconter l'histoire, même si personne n'arrive en haut. Donc, c'est pas lié à ça, quoi. Pour revenir à la finale, un immense bravo à Sorato Enraku. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le plus fort, c'est la 5e de suite. C'est bien dommage, encore une fois, que la 6e soit pas dans 15 jours. Comme ça, au moins, on aurait vu s'il arrivait à enchaîner 6 compètes de suite. Et Sorato, il est en train de fixer ses propres règles d'exigence. Je dis ça pour revenir au fait que Mejdi n'était pas qualifié en demi-finale. Tout le monde a l'impression que c'est un choc. En fait, c'est l'exigence de Mejdi, quoi. Parce que ne pas se qualifier une fois tous les 3 ans ou tous les 4 ans en demi-finale, au final, si tu prends un grimpeur lambda, c'est une sacrée perf. Sauf que le Mejdi, il a placé la barre tellement haut que quand il n'est pas qualifié en demi, tu fais waouh, c'est passé quoi. Donc voilà, d'autant plus, c'est encore plus marquant cette fois-ci, qu'il y avait beaucoup de Français en demi-finale. ouais, Antoine Girard et Adrien Lemaire qui avaient fait des C'est très pas belles toujours performances. le cas parce que ouais, et il y en avait un autre, Et non Sam Richard. Qui avait, Mais Adrien Lemaire et Adrien, Sam Antoine Richard, Girard qui avait Antoine terminé Girard, 4e et voilà. 5e, je crois. Donc c'est vrai que c'était très surprenant de ne pas le retrouver là. Après, ouais, tu l'as dit, heureusement. C'était cool qu'il y ait Sam Abezo qui soit qualifié. Sam, il fait franchement une saison assez remarquable et paradoxale, parce qu'on le rappelle, il n'était pas qualifié pour le début de la Coupe du Monde de bloc. Il est passé par le fait de gagner une Coupe d'Europe pour revenir dans l'équipe de bloc. Bon, ça se passe pas trop mal depuis qu'il est revenu. Ouais, et puis surtout qu'il joue sur les 2 tableaux, hein. Donc c'est avec la div, donc c'est impressionnant. Toi Manon, d'ailleurs, tu as eu une période justement où tu as beaucoup alterné bloc diff.
notamment pour la période Jeux Olympiques. Comment tu l'avais vécu ça? Toi, le bloc, c'était un peu bon, j'y vais, mais faut que je limite la casse, et c'était un peu pas une torture, mais bon, t'avais pas spécialement envie de le faire. Ou est-ce que non, tu t'es un peu pris au jeu quand même? Bah alors moi à la base j'adore le bloc et j'ai fait des années en bloc avant de faire de la diff. Donc au début j'étais hyper excitée de pouvoir refaire des compètes de bloc, c'est quand même génial, hein. Enfin, on est des grimpeurs, une coupe du monde c'est une coupe du monde de diff de bloc. À la base c'était quand même pas séparé le bloc et la diff, donc ça avait quand même du sens. Après c'est le système je trouve qui était pas terrible et encore une fois c'était hyper dépendant de l'ouverture avec le système de points. Et et après c'est vrai que nous quand t'étais plus diffé on va dire, c'était dur de grimper en étant très fatigué par le bloc et ça a changé et ça a vraiment moi ça a changé ma grimpe de diff. Donc c'était dur quand même. Et puis les blocs le style c'est des exigences hyper élevées, souvent des blocs très très durs, donc quand t'es pas spécialiste on va dire que c'était compliqué mentalement quand même de revenir à chaque fois après ce tour de bloc compliqué. Ouais, et puis tu dis que tu avais fait des années de bloc avant, mais le style avait quand même pas mal changé, notamment pour les Jeux Ouais. Olympiques. Ça devait pas être facile de s'adapter à ce niveau-là quand même. Non, c'est hyper dur et c'est pour ça que ce que font Sam et Zélia, je pense que tout le monde ne s'en rend pas compte que c'est vraiment extrême et qu'ils sont vraiment forts et que surtout qu'ils font toutes beaucoup de compètes, du moins pas toutes, mais qu'ils arrivent à tenir et je sais pas combien de temps ils vont tenir comme ça parce que je trouve que c'est hyper éprouvant. Et je sais pas s'ils vont se spécialiser plus tard, mais je trouve ça hyper impressionnant en vrai. Je suis pas sûre Écoute, qu'ils se rendent compte. on a eu Sam avec nous l'autre jour, il a pas envie de se spécialiser, je crois. Ouais. Il m'a dit, C'est pas la prévue au programme, ouais. en off avant l'émission, je crois que Mathieu lui a dit, Miguel il va essayer de te convaincre d'arrêter l'un pour faire des titres dans l'autre. Il m'a dit, bah tiens, essaye. C'est C'est vrai qu'il y a un vrai côté challenge de pouvoir switcher diff, bloc, faire des perfs dans l'un, dans l'autre, changer de mindset. Dans l'entraînement, ça diversifie aussi un peu l'activité. Je pense que, je comprends totalement qu'ils aient envie de faire les deux. C'est juste que si c'est à la caisse de tenir, bah, tant mieux pour eux, mais c'est dur, quoi. Puis je pense que, comme tu dis, hein, c'est des grimpeurs, on pense Coupe du Monde, et que ce soit Coupe du Monde de div, de bloc, enfin c'est ce qu'il avait l'air de dire, Sam, c'était la passion de grimper en fait, point final. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et Ouais. Voilà, on a quand même une leçon qui nous explique que c'est compliqué de faire les deux, mais on va quand même rappeler que maintenant elle est quand même montée sur les podiums de championnat de France de bloc. Donc, ouais, tu te décris Oui, comme oui, ton oui. spécialiste, mais c'était pas pire quand même, ça allait quoi. Ouais. Mais spécialiste à un instant T, quoi. C'est dur de s'entraîner pour les deux, on se rend pas compte, mais déjà, moi, je m'entraîne en moyenne 5 jours par semaine, que pour la diff. Et dans tout ce que je propose, il y a très peu de blocs. Je pense que c'est même pas une fois par semaine du bloc, c'est moins que ça. Donc après, il faut travailler les cordeaux, les dalles, la gestion, les blocs physiques, tout ça, c'est quand même pas pareil. Je me dis, ça en rajoute des séances quand même. j'ai l'impression que le mouvement de bloc c'est vraiment spécialisé aussi, comme tu dis, les dalles, les cordeaux. Maintenant, les blocs typés Coupe du Monde sont vraiment chacun des exercices qu'il faut travailler. Voilà, et si t'as pas vu l'exercice, ben t'es mort quoi. Donc, Bah, je pense que peut-être pas autant et que moi c'est peut-être justement mon erreur, c'est que bon on l'a très bien vu dans la finale la Innsbruck, c'est un move de bloc ouais. entre guillemets et même facile et moi c'est peut-être mon erreur, c'est que moi je fais du mouvement tout le temps dans du dévers un peu très dans l'axe, typé diff et là pour le coup c'était un peu typé bloc. Donc je pense qu'il faut savoir répondre quand même à il faut être capable d'avoir un minimum de niveau dans des styles un peu différents de bloc même quand tu fais de la diff mais effectivement c'est plus rare quand même. Et bah effectivement, alors avant de... Tu parles de ta finale de div, donc on va y venir. Juste avant ça, je vais quand même montrer le classement général de la saison homme avec Sorato Enraku qui est sur le point de réaliser une saison parfaite. Donc ce serait le premier dans l'histoire à la réussir chez les hommes. Do-Yoon Lee juste derrière qui dépasse Mejdi Schalk, vous voyez 690 points récoltés sur la dernière contre 52. Donc là malheureusement il faudra revenir très très fort pour Mejdi et espérer une contre-performance de Do-Yoon pour récupérer la deuxième place. Enfin bon, un podium classement général de la Coupe du Monde, c'est toujours exceptionnel. Et derrière le trou semble fait pour Hannes Van Duysen qui semble être soit 4ème soit 3ème avec Mejdi, Rei Kawamata, Colin Duffy, Maximilian Main, Yu Feipan, Tomohana Arasaki et Samuel Richard qui essaiera de rester
dans le top 10. Donc, maintenant que cela est dit, je propose qu'on passe à la demi-finale donc, de Diff Femmes, donc au classement où évidemment Manon Illy, tu réalisais une très belle performance en te qualifiant à la 6e position. Tu étais même première à ton passage, si je dis pas de bêtises, tu es restée assez longtemps première du classement. Tu es tombée sur la même prise que Erin McNish, Yue Tongzang, Rosa Rekar et juste devant Jane Kim, ce qui est quand même pas mal d'éliminer Jane Kim d'une Coupe du Monde. Et devant, alors on avait un petit peu le quatuor alors on va dire le trio de favoris, Janja Garnbret, Cha Eun-seo, Annie Sanders, dans lequel s'est invité Jessica Pils, l'Autrichienne, qui est de plus en plus en forme et très régulière cette saison. Et on notera la 19e place de Zelia. Alors on en parlait justement, Zelia... un petit peu, une place, on va dire, un petit peu peut-être décevante d'un point de vue du public, mais encore une fois, Zelia, c'est comme ça, elle fait une saison exceptionnelle au niveau du volume, c'est que des demi-finales de Coupe du Monde et quelques finales et un titre en bloc devant Janja Garnbret, donc quelle saison. Enfin en tout cas on va commencer directement très fort avec ce résumé, si je le retrouve, de Diff Femmes avec Rosa Rekar qui commençait et qui instaurait le premier score de référence, on va dire, dans la voie sur cette traversée. Et malheureusement, je suis désolé Manon, je commence directement par ton mouvement qui, j'imagine, t'a laissé des mauvais souvenirs de cette finale. Tu vas arriver sur un mouvement en épaule littéralement de bloc, et tu vas hésiter un long moment, lancer cette main gauche et malheureusement rater la prise. Donc assez loin derrière Rosa Rekar. Derrière Erin McNish, la Britannique va grappiller une prise par rapport à Rosa et passer devant. Ensuite vient le run d'Annie Sanders, et alors là je vous ai mis son run en bas de la voie, alors assez bas dans la voie, et un combat comme seule Annie peut nous le proposer. Alors elle n'a pas été la seule à galérer un petit peu sur le mouvement, mais elle a évidemment été celle qui a galéré le plus longtemps, et d'ailleurs c'est la seule à pouvoir galérer aussi longtemps, parce que je pense que tout le monde serait tombé sinon. Et avec sa technique, on va dire quasi statique, va tout de même réussir à aller plus loin que les autres. Encore une fois, la marge d'Annie Sanders cette saison, c'est assez incroyable. Vous voyez, elle va réussir à trouver des dernières pots, là grand moment de lucidité de sa part d'ailleurs, puisque on voit qu'il reste plus que 15 secondes, mais elle se dit non, je me repose un peu et j'essaie de faire un move de plus parce que sinon je le tenais pas. Et elle va tomber ici, mais cette fois-ci elle laisse de la marge pour les deux suivantes à passer, donc Cha Eun-seo et Janja Garnbret. Cha Eun-seo va réussir à dépasser Erin McNish, mais au moment d'atteindre le score d'Annie, va se retrouver en difficulté et va terminer derrière l'américaine. Et enfin Janja Garnbret, qui après son succès sur Bibliographie était revenu en grande forme. La Slovène va mettre les points sur les U. Elle a eu des petites hésitations en bas de la voie, mais vous le voyez, elle arrive quand même en très grande forme. Il lui reste encore 1 minute à la pendule. On va laisser son run jusqu'à la fin. Elle va s'approcher du top, et alors là il lui reste un mouvement à aller chercher. Malheureusement ce sera un peu trop, mais on a retrouvé, j'ai envie de dire, la Janja Garnbret très très dominante de ces Coupes du Monde. Janja Garnbret qui finit largement devant Annie Sanders, Cha Eun-seo, Erin McNish, Rosa Rekar, Jessica Pils, Yue Tongzang et Manon Illy. Alors Manon, avant de revenir sur ta performance, je voulais parler un petit peu de la grosse perf de cette finale. C'était évidemment la 50e victoire de Janja Garnbret en Coupe du Monde, toutes disciplines confondues, et c'est évidemment la grimpeuse qui a le plus de victoires en Coupe du Monde, toujours confondu, grimpeur, grimpeuse, peu importe, et ça en fait tout simplement la reine de la compétition d'escalade. Ah bah oui, clairement. Oui. Ouais. Toi, tu l'as pas mal côtoyée. Elle est impressionnante. Elle est juste impressionnante. Alors oui, déjà elle est impressionnante, enfin plus qu'impressionnante même. On ne sait pas trop comment elle fait. D'avoir autant de marques tout le temps, et ce que je trouve impressionnant, c'est un peu le kiff qu'elle prend, les émotions qu'elle renvoie après autant de compètes, autant de victoires. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. On a senti à une truc qu'elle était un peu fébrile au niveau de ses émotions. Elle était d'avoir gagné cette Coupe du Monde, ça l'a rendue hyper émotive, et moi je trouve que ça fait d'elle encore plus une athlète exceptionnelle, malgré même son niveau. On sent que elle vibre et qu'elle vit à chaque victoire à fond, quoi. Ouais. C'est du Federer, c'est du Nadal, c'est du
la régularité à l'extrême et tu sais pas comment elle perd pas la motivation, quoi. Oui, ouais, vraiment, c'est impressionnant et je pense qu'à chaque fois, elle se trouve des choses et c'est ça qui est, ouais, qui est extrême, je pense, c'est que elle arrive encore à peut-être douter d'elle, on a l'impression du moins, parce que des fois, elle a l'air surprise de gagner et tout ça, donc je pense que ça doit être particulier d'être dans sa tête, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle se dit et comment elle se voit, quoi. Ouais. Tu disais, Manon, qu'elle avait l'air un peu émotive, même avant avant de Mm. gagner, donc avant la finale et tout machin. Moi, enfin, pendant la compétition, bon, elle faisait que la diff à Innsbruck, alors qu'elle avait fait le bloc et la diff quand s'était déplacée en Chine au début de l'année. Moi, en tant qu'observateur, j'ai trouvé que, je ne vais pas dire qu'elle était en dilettante, mais on sentait qu'il y avait là, enfin, en tout cas, à Innsbruck, même en demi-finale, on avait l'impression qu'elle était habitée, qu'elle était en mission par rapport à gagner cette 50e Coupe du Monde, en tout cas dans l'attitude qu'elle avait. C'était pas vraiment le cas en Chine, où on avait l'impression qu'elle, alors, elle a fini 2 fois deuxième, hein, mais on sentait qu'elle était pas, elle était moins en tout cas impliquée. Moi, ce qui m'a marqué en commentant cette finale, c'est au moment qu'elle passe en dernier, au moment où on la voit apparaître dans le portique. Moi, quand j'ai vu sa tête, quand j'ai vu sa concentration, quand j'ai vu le fait, et c'est pas habituel chez elle, que le speaker annonce son nom, que tout le monde crie, que même pas elle se tourne vers le public, que même pas elle salue, tu sens qu'elle est déjà en train de grimper dans la voie. Moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai dit à l'antenne, je dis, en fait, elle a gagné déjà, quoi. Et donc, c'est marrant parce que moi, ça m'a donné cette impression, au contraire, d'être vraiment habitée et qu'elle savait ce qu'elle allait faire. Et toi, tu dis qu'elle était un peu émotive et tout machin. Avant, tu ressens comment? En Alors, isolement, elle était pas bien? C'est quoi le truc? non, non, je dis émotive avant, à la présentation, il me semble qu'elle était assez... Enfin, qu'elle montrait pas mal d'émotions. Après, comme tu dis, peut-être que elle est venue pour cet objectif de la 50e médaille d'or et que ça dépassait cette Coupe du Monde et qu'elle anticipait déjà toutes les émotions qu'elle allait venir et que c'était peut-être ça aussi sa force sur cette compète. Moi, je ne savais même pas que c'était sa 50e médaille d'or, en tout cas qu'il y avait ça en jeu quoi sur le tapis. Donc je sais pas, mais je l'ai senti émotive et je pense que tout le monde se demandait depuis là les Coupes du Monde où elle y était pas, les gens ils devaient se dire est-ce que vraiment les autres filles elles sont lunaires ou pas, mais en fait elle a remontré encore une fois qu'elle est Est-ce que pas facilement atteignable. même côté athlète, quand tu vois ce qu'elle vient de faire à Séuse, il y en a encore qui se demandent si elle va réussir, elle va rivaliser avec les autres? Bah en compétition tu sais jamais avec la pression. Elle a montré quand même que quand elle est vraiment sous pression elle peut être différente, ouais. Malgré tout, même si c'est la meilleure Elle au peut jeu, être elle a quand deuxième. même montré des... Elle peut être deuxième, ouais. C'est... Ouais, elle Ah, peut c'est être vrai. Elle l'a deuxième, ouais. montré, hein. C'est friable, hein. Ouais, ouais. Mais ce que dit Manon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a créé sa propre exigence. Mais ce que dit Manon, c'est vrai, hein, que ça soit à Tokyo ou à Paris, Yannick Garnbret, elle grimpe pas bien. Elle grimpe pas comme d'habitude. Elle est pas physiquement et gestuellement dans la même chose que ce qu'elle fait quand entre guillemets, elle est plus relâchée sur une compète. Et malgré tout, elle est 2 fois championne olympique. Et malgré tout, quand c'est pas terrible, elle finit deuxième, comme tu viens de le dire. C'est pas arrivé depuis 2019 qu'elle finisse pas première ou deuxième d'une compète de diff, quelle qu'elle soit. Donc c'est lunaire. Mais ça n'empêche il y a c'est un peu, on en parlera après vite fait, mais c'est un peu pareil pour Sorato. Sorato, cette année, il grimpe pas comme les autres années en diff. Il est pas, pour moi, c'est le grimpeur qui a la meilleure qualité de relâchement au monde. Cette année, c'est pas du tout le cas. Yania, là, dans cette finale, elle a bien grimpé, mais il y a des fois, elle grimpe pas bien, hein. Et après, bah, elle a une telle exigence que quand elle grimpe entre guillemets pas bien, elle est deuxième. Mais il y a vraiment des variations on est précis et concentré sur ce qui se passe. Il y a vraiment des variations dans la façon dont elle grimpe. Mm. Ah ouais, non, non, mais c'est sûr. Moi j'ai eu l'impression aussi que, alors au-delà des 50, je sais pas, comme tu dis, si elle avait les 50 en tête elle-même. Moi j'ai l'impression aussi qu'elle avait en tête qu'elle s'était fait bousculer en début d'année par Zélia et Annie. Et que je sais pas si ça lui a fait du bien d'enchaîner Bibliographie, mais elle l'a dit aussi avec Bibliographie, c'est qu'elle avait débloqué ce côté projet qui la frustrait beaucoup. Elle avait du mal à travailler quelque chose. Et j'ai l'impression que Bibliographie, c'était un peu une frustration qui la rongeait et que là, ça l'a enfin
voilà, ça l'a fait se sentir bien de dire ça y est, j'ai grimpé mon 9B+, j'ai plus rien à prouver à personne en voix. Alors, je sais pas, enfin en falaise, je sais pas si elle se dit ça de cette façon, mais en fait, comme elle le dit en compète, qu'elle est quand même très victime de toutes les attentes qui reposent Mm. sur elle, j'ai l'impression que c'est un peu le cas en falaise et que ça la soulage quand elle est à la hauteur. Donc, Ah bah ça va pas, c'est pas une bonne nouvelle pour les autres, hein. Ben, c'est je clair. pense qu'un profil comme ça, elle s'est construite, mais alors ça, je peux partir loin, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais l'identité quand t'es une grimpeuse de haut niveau comme ça, que ce soit en falaise ou en compétition, quand tout le monde sait que tu peux tout gagner, que c'est presque facile, que ça a l'air facile du moins, euh, en fait, ton identité, elle est créée sur un standing de performance qui est déjà hors norme. Donc, je pense que elle, à chaque fois qu'elle fait une erreur, elle est hyper regardée. À chaque fois Ouais. qu'elle fait pas première, ça, tout le monde en parle. Donc, peut-être que Vivio, ça a ébranlé sa confiance. Je pense que sa confiance, en fait, au final, on peut croire qu'elle a plus de confiance que tout le monde, mais je pense que c'est le contraire et que Mm. elle est tellement sa confiance liée à sa performance. Et quand je dis sa performance, c'est gagner ou gagner haut la main. Donc, je pense que c'est hyper compliqué à gérer et que Ouais. quand là, elle a pas gagné certaines Coupes du Monde en début de saison, mais ça a dû être compliqué derrière, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle était assez émotive, quoi. Mais tu sais, Moi, je reste excuse-moi, Miguel, non, je vas-y, reste vas-y. persuadé que Je pour finis être après. à ce niveau-là et pour être aussi régulier à ce niveau-là, si t'es pas dans le doute quasiment permanent, ça ne marche pas, quoi. Je pense qu'elle est en perpétuel doute de se demander ce qu'il faut faire de plus, de mieux, de machin, de trucs. C'est ça qui la rend, entre guillemets, pour moi aussi forte. Mm. Mm. Non, moi j'allais te dire, effectivement, c'est quelque chose dont je me rends compte personnellement aussi en tant que média. Je pense qu'il y a une perception qui est très différente du point de vue athlète et du point de vue média. Parce que par exemple, du point de vue média, on est un média qui parle d'un athlète. Du point de vue de l'athlète, il y a 17 autres médias qui Mhm. ont parlé de l'athlète en question. Et par exemple, moi je sais que quand je fais mes petits résumés en story des étapes et que je poste sur des athlètes, etc., en fait, les gens, tu sais, c'est quelque chose, c'est une story, ils lisent et puis ils passent à autre chose, comme un article, comme quoi que ce soit. Et je pense que par contre, du point de vue d'un athlète, quand dès qu'on fait sa compétition, on va sur les réseaux, on voit 17, alors je sais pas, j'ai pas un compte athlète, mais qu'on voit des dizaines, Yania, j'imagine que c'est des centaines de tags, d'identifications, de textes qu'il y a sur elle. Quand tu vois ça, t'as pas l'impression que c'est rien. Alors que dans la vie des gens, c'est bon, ils lisent, ils passent à autre chose, et puis finalement, c'est pas Mhm. grave, tu vois. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a une pression qui est dingue et qui des fois peut être un peu malsaine aussi, hein. Voilà, c'est cette relation média-athlète qui est toujours un peu débattable. Mais bon, voilà, Yania, la plus grande, comme d'habitude. Et Mm. puis on va voir jusqu'où elle peut porter ça. On se demande tous en compétition combien de temps elle continuera. Sur Rocher, si elle a envie d'aller encore plus loin, ce serait beau quand même. Mais Bah, les deux, je pense, hein. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et puis maintenant, je propose qu'on parle un peu plus de toi, Manon. Alors, bon, cette finale, déjà, alors, j'ai malheureusement, on est un petit peu limité en images, donc j'ai pas les images des demi-finales, ce qui Mhm. te rend pas honneur, parce que c'est quand même là que tu passes ton meilleur moment, je pense, sur cette finale. Mais bon, t'en ressors comment? On parlera un peu de ton run de finale après, mais t'en ressors comment au niveau émotion, au niveau déçu, content de la finale? Qu'est-ce que tu retiens? Bah, bien sûr, super déçue de la finale en elle-même, mais une compétition, c'est pas que un tour. Donc j'ai essayé. Après, je me suis forcée, hein, parce que vu que je suis pas dans l'apprentissage, là, je suis pas dans qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux changer pour la prochaine. J'essaie vraiment juste d'apprécier les dernières compètes. Donc je me suis forcée presque à oublier un peu cette finale et me dire, ben voilà, c'est comme ça arrive. C'est pas tombé forcément au meilleur moment, mais je vais essayer de me rappeler jusqu'à cette entrée, en tout cas dans la voie. Et, euh, et pour moi, j'ai quand même passé une super compète. Je pense que cette année, j'avais pas forcément même le niveau. Enfin, quand on regarde tous mes runs, je suis pas normalement. Je pense que je suis pas forcément dans les 8. En tout cas, c'est si je fais un petit coup d'éclat que j'y arrive. Donc ma place après, je dis pas que je suis arrivée en outsider. Je me suis dit dans tous les cas, je vais faire 8. Mais je suis contente d'être arrivée là et j'ai déjà jamais fait de demi-finale à Innsbruck, de finale pardon et Innsbruck alors que j'ai été bien plus forte je pense les années précédentes donc pour moi c'était déjà super d'arriver en finale. Super. Et ouais, Par vas-y, rapport, vas-y. par rapport à ça, j'ai kiffé voir Manon qualifiée en finale à Innsbruck. C'était dément. Euh,
On en a parlé tout à l'heure, je trouve que le fait que Manon, on va en parler juste après, mais qu'elle ait décidé, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, de fermer un chapitre de compétition, définitivement ou pas, c'est pas la question, mais le fait qu'elle puisse choisir, qu'elle le fasse très très bien, parce que comme tu viens de le dire, Manon, tu fais une finale à Innsbruck qui t'était jamais arrivé. Non seulement tu le fais très bien, mais en plus, j'ai eu l'impression, moi, en regardant les différentes images après la demi, au début de la finale, pendant la présentation et tout machin, que tu le faisais très très bien et que tu en avais vraiment profité. Alors effectivement, il y a ce fameux mouvement dans la finale qui pose un problème et qui te fait tomber assez bas, mais j'ai eu l'impression que les émotions que tu étais venu chercher, tu les as trouvées. Oui, franchement, oui. Du coup, je le disais tout à l'heure aussi que bon, là, il y a l'escalade, donc tu viens bien sûr pour grimper, c'est parce que c'est pour ça que t'es là. Donc le run, il était pas terrible, mais il faut pas oublier qu'en compète, je pense que après coup, tu te rappelles des meilleurs souvenirs. C'est un peu un tout, donc c'était être sur l'estrade pour les présentations, rien que le fait de se dire que t'étais en finale, c'était regarder les filles. Grimper en finale sur l'estrade avec tout le public qui est derrière. Enfin, c'est des souvenirs, je pense que j'ai réussi à profiter malgré tout, même après mon run sur les canapés avec les autres filles. En tout cas, en les regardant, comme je l'ai dit dans mon post Instagram, avec les étoiles dans les yeux, et c'était vraiment réel. Moi aussi, j'aurais aimé mettre un run de ouf, mais bon, après, c'est comme ça. Et puis je me suis dit, écoute, l'objectif il était plus que rempli, c'était du bonus, donc je veux pas tout gâcher, donc je retiens vraiment ce run de demi-finale et la présentation effectivement. Tu trouves que le niveau du circuit, niveau du circuit de diff féminin, il a progressé depuis que tu fais de la compétition? Alors ça s'est densifié énormément, surtout sur les qualifs pour passer, ça va très vite de pas passer. Mhm. Euh, ouais, je dirais que c'est dense en vrai et que malgré tout, on dit que la diff c'est moins aléatoire. Mais je pense quand même que sur les finales maintenant, c'est à chaque fois des personnes différentes, au moins la moitié quoi des finalistes. Presque j'ai l'impression autant que le bloc. Après j'ai pas les statistiques en tête, mais et du coup ça montre que c'est quand même dense et que les mouvements proposés sont de plus en plus pas aléatoires, mais diversifiés et qu'il faut être complet. Et c'est ce qui fait qu'en bloc c'est assez aléatoire, c'est qu'il faut être 100% complet. Et au final les grimpeurs complets ils montrent qu'ils sont toujours en finale, donc je pense que ouais, c'est assez dense. En tout cas, dans les 5 dernières années, là, je dirais que ça c'est post-JO, ça c'est de Tokyo, ça c'est pas mal densifié. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je propose qu'on revienne un peu avant de parler de la suite de ta carrière, du coup, sur ce mouvement. Parce que moi, j'ai eu notamment des questions là-dessus de la part de fans. Alors, on va le voir juste après le passage de Rosa Ricard. En gros, tu arrives sur ce mouvement et puis on voit que t'es pas à l'aise, que tu hésites. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que d'un coup il y a une petite voix qui se dit oh purée purée, faut que j'y aille, faut que je trouve, que tu restes calme, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'avais pas trop anticipé que ça serait dur, j'avoue. Je me suis dit c'est une pomme qui a l'air de sortir quand même pas mal du mur, donc ça devrait aller, sachant que c'est vraiment un mouvement que j'ai du mal par rapport à mon anatomie des épaules par exemple et ma souplesse. Et du coup, j'ai été surprise que ce soit dur et j'ai essayé de pas paniquer justement. J'ai essayé de savoir comment je pouvais atteindre cette prise sans prendre de risques. Mais les choses se passent tellement, tellement vite. J'aurais, je pense, dû prendre une autre décision. Après, c'est facile de dire ça après coup. Mais un truc qui se voit pas du tout, c'est que quand j'y vais en contre-méthode, j'y croyais quand même. Et il y a quelque chose je pense, qui m'a un peu arrêté dans mon mouvement. Et du coup, ça se voit pas du tout. Mais quand j'y suis partie comme ça, c'était pas du suicide. Et je pensais vraiment atteindre la prise main gauche. Donc pour rentrer dans D'accord. le détail, donc toi, tu avais bien prévu à la base d'y aller main droite sur cette prise. Oui, bien sûr, ouais. On est d'accord. Et donc, en te réorganisant, tu te rends compte que potentiellement, entre guillemets, tu as plus de chances de le faire avec Bah, en y allant de l'autre main que de celle-là. Mais oui, en gros, je me rends bien compte que je trouve pas l'équilibre. Et donc, qui dit pas d'équilibre, dit qu'il va falloir dynamiser. Et entre dynamiser avec une pomme, en ayant le regard, parce que du coup, c'était en dévers, on se rend pas compte. Mais du coup, le regard, ça va être dur de regarder la prise et de passer en pomme et tout ça en perdant l'équilibre. Et je me suis C'est dit, vaut très mieux aléatoire. dynamiser, Ouais. ouais, beaucoup trop aléatoire. En tout cas, en plus, je le fais jamais.
Et je me suis dit, pour le coup, dynamiser sur une petite prise dans l'axe avec une inversée, à la limite, ça, c'est aléatoire, mais il y a plus de chances que j'y arrive. Mais j'avoue, j'étais peut-être un peu optimiste sur le fait que la prise était vraiment loin, et en fait, l'inversée, elle était vraiment profonde. Donc, ce qui était dur, c'était un peu d'enlever la main, et c'est ça que j'ai pas trop anticipé, je pense, c'est que Ouais, ça t'a retenu je un suis peu. restée bloquée dans mon bras, et ça m'a Et pas permis d'aller assez haut. c'est ça, tu penses, que tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui t'a bloqué au moment où tu fais le mouvement, c'est un peu la main droite, où on a aussi l'impression qu'il y a ton pied gauche là, qui traîne, qui vient toucher le volume, ou t'as le pied droit là, ça se passe à ce moment-là. T'as senti, toi, tu sais à peu près d'où ça vient ou pas vraiment? Alors, dans l'intention, je pensais arriver sur la prise. Effectivement, il y a un truc qui m'a bloqué. Je sais pas si c'est ma poussée de jambe qui était pas assez coordonnée. Et du coup, parce qu'il y avait que les pieds à droite, donc c'est un peu compliqué de pousser. Donc, je sais pas si c'était ma poussée de jambe ou si c'est le fait d'être vraiment le bras très armé au fond d'un bac, hein, parce que c'était quand même une vraie bonne prise. Et donc, c'est hyper dur de sortir un peu du mur pour attraper la suivante. Je ne saurais pas exactement dire ce qui s'est passé, mais c'était en tout cas un manque de coordination, on va dire, entre le fait d'enlever un peu la main et peut-être de se tendre au maximum sur cette jambe droite, quoi. En vrai, on s'en fout. On passe à la suite. Oui, oui. De toute façon, Non, Non, on se je refait dis des ça, mondes je dis à... ça. Je dis ça pour plaisanter. Évidemment, on s'en fout pas. C'est pas du tout Oui, oui, le thème. Mais je trouve que bon, c'est ça pas le s'est thème passé de comme ta ça. C'est finale, un de ta mouvement très compète, bien sûr. particulier. Mais c'est, ouais. Et puis surtout, moi, j'allais te poser une autre question. Je change de sujet, mais c'est pas grave. On a parlé de ce mouvement. On a parlé aussi pas mal de ce que tu étais venu chercher comme émotion, de ce que tu avais trouvé en allant en finale à Innsbruck. Est-ce que, puisque visiblement c'était aussi un objectif, est-ce que le fait d'avoir fait Innsbruck avant d'aller terminer tout ça, entre guillemets, à la maison, même si c'est pas ta maison, mais à domicile, à Chamonix, est-ce que le fait d'avoir été jusqu'en finale à Innsbruck, du coup, ça t'a redonné des ambitions pour Chamonix, ou du coup tu te dis, oula, il faut que j'en ai encore plus des émotions et je les prends toutes dès le début, on verra bien ce qui se passe. je dirais que plutôt la deuxième option quand même. Alors, ça m'a montré que c'était possible, parce qu'on sait jamais, chaque saison est différente. Les athlètes, une saison, ils font toutes les finales, la saison d'après, tu sais pas pourquoi, ils ont du mal à rentrer en demi. Mais non, non, je pense que j'espère y arriver en tout cas à profiter de chaque voie de qualification de la demi en me disant que c'est sûrement la dernière fois que je grimpe et après ça sera du bonus bien sûr si jamais j'arrive encore à approcher une finale, mais c'est pas l'important. Je l'ai déjà dit du coup, pour moi j'ai rien à gagner sur ce compète et rien à perdre. J'ai juste envie de profiter, de justement de me rendre compte de tout ce que des fois en enchaînant les compètes tu oublies, d'être avec les gens de l'équipe. Ouais, te concentrer, d'être proche. Ben là, il va y avoir tous les Français, pas mal de gens qu'on connaît, donc c'est aussi ça, c'est les émotions partagées. Moi, c'est ce que j'ai envie de vivre et je pense que c'est le plus important en tout cas pour moi. Et là, justement, parce que du coup, on en parle à demi-mot depuis le début, mais en fait, tu as annoncé que tu voulais mettre en pause, en tout cas, voilà, un terme en pause, justement, tu vas nous en dire plus, mais ta carrière compétitive. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Donc, tu as été championne de France là en avril ou mai, non, si c'était mai, c'est ça? Fin mai? Mhm. Ouais. Exactement. Fin mai, ton cinquième titre de championne de France, si je dis pas de bêtises. Et le Euh, quatrième, ouais. quatrième, pardon, je t'en donne un de plus. Mais j'ai très envie que tu reviennes. Mais dans le quatrième titre de championne de France, là, t'enchaînes sur une finale en Coupe du Monde. Et en fait, quand est-ce que tu as pris cette décision déjà de mettre en pause, un terme à ta carrière compétitive? Ce sera à partir de quand? On a parlé de Chamonix. Est-ce que Chamonix, ce sera ta dernière? Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Alors, je dirais que c'est après les Jeux. J'ai eu un petit moment où j'étais hyper euphorique et j'avais envie de faire LA, j'avais envie de continuer la compète jusqu'au moins en 2028. Et après le petit moment d'euphorie, j'ai vécu quand même un gros vide, je pense, en rentrant à Marseille. Et je me suis posé d'autres questions sur ce que j'avais envie de faire, si est-ce que vraiment ça valait le coup tout cet investissement pour accrocher quelques finales et est-ce que je vivais en compète, est-ce que ça me faisait autant vibrer qu'avant? Et la réponse c'était non. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de partir. J'ai quand même fait la saison 2025 hyper motivée et à la fin quand même j'étais épuisée, je sentais mentalement. Donc je me suis dit que c'était pas comme ça que j'avais envie de terminer ma carrière en faisant année après année un peu de moins en moins motivée, en faisant de moins en moins des bonnes places.
Et je voulais arrêter, mais je voulais pas arrêter et l'annoncer après. Je voulais vivre mes dernières compètes de cette manière-là, en sachant que c'était les dernières pour vivre des émotions fortes. Donc je voulais faire que Chamonix et c'est avec mon entraîneur qui m'a dit quand même, je pense que tu te rends pas compte de la charge émotionnelle que tu vas avoir. Il m'a conseillé de faire Innsbruck et du coup comme un accord, même si c'est pas du tout la compète que j'affectionne à cause du mur qui est pas assez dévers justement et ce genre de mouvement du coup un peu plus bloc. C'était la plus proche et du coup je me suis dit au moins ce que je vais apprendre sur Innsbruck et ce que je vais vivre, je vais essayer d'améliorer quelques petites choses pour ça, et au moins je serai libérée sur Chamonix en me disant voilà, Et t'as paf, vécu tes dernières compètes à fond. finale et rebelote. On est reparti. Ouais. Fais suer. Mais non, en vrai, vraiment, l'année se passe pour le coup presque parfaitement. Championne de France et une finale à ma première Coupe du Monde que je fais de la saison, presque seule, c'est presque parfait. Bon, moi, je viens d'apprendre que le mur de Innsbruck était pas raide, donc pour ceux qui ont été faire un tour, ça fait plaisir. Non, c'est un mur, non, mais en plus, je pense en vrai, il est en entier pas beaucoup moins raide que les autres. C'est juste qu'en fait, il est très très cassé et qu'il y a plein de faces et d'endroits où il y a beaucoup moins de degrés d'inclinaison que sur des murs entre guillemets plus basiques comme il y a à Chamonix, mais il est raide quand même. Oui. Mais ça crée pas le même type de mouvement, en fonction des murs, ouais. Et du coup, tu étais à Innsbruck. Si je me trompe pas, tu as le droit de me le dire, j'ai le droit de me tromper aussi. Ton entraîneur, il était à Innsbruck, il sera aussi à Chamonix. Ouais. C'est un peu des choses que du coup vous avez entre guillemets mis en place ensemble. Et le fait qu'il soit là déjà à Innsbruck, que tu aies réussi à refaire cette finale, ça change quelque chose un peu pour Chamonix ou pas vraiment? Non, alors il était là sur ma première voie de qualif. Après, il a dû rentrer parce que lui, il est avec l'équipe de bloc. Ah ok, il n'est pas resté jusqu'à la fin du. Non, il est rentré lui. Il n'était pas là quand tu te qualifies en finale? Non, il était pas là, non. Et il a allumé sa télé, il a fait oh, non. Le soir, il t'a vu là sur la voie de finale. Oh. Non, bien sûr qu'il a regardé et je pense qu'il était super heureux pour moi. C'est beaucoup lui qui m'a poussé à finir, on va dire, ma carrière, ou en tout cas à finir cette année comme ça. Il a essayé de m'ouvrir les yeux sur est-ce que tu as envie de partir, ce sont ces mots, par la petite porte ou par la grande porte. Est-ce que tu veux t'épuiser à faire encore d'années, ou est-ce que tu te dis là c'est ma dernière et je veux partir en ayant le niveau et en me faisant plaisir et en essayant de faire un maximum de tours, quoi. Donc ça a quand même beaucoup de sens et ça m'a plutôt parlé ce qu'il disait, et j'ai l'impression en tout cas de réussir à sortir par la porte que je veux, en tout cas. Je sais pas si c'est la grande ou la petite, mais de la manière dont je veux. Elle était entrouverte, il y avait de la lumière. Et ouais. qu'est-ce que... Moi, je trouve que la porte, elle est très très grande et que tu le fais très très bien, Manon. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, félicitations. Parce Merci. que parfois, c'est pas le cas, et des fois, c'est pas un choix, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs athlètes qui ont des longues carrières et qui décident pas vraiment comment ça se termine. Et des fois, ça se termine un peu entre guillemets. C'est pas une question d'anonymat, c'est pas comme ils l'ont choisi. Toi, tu l'as choisi. Et je te le redis et je le dis, bravo. Et non seulement tu l'as choisi, mais tu le fais très très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Et du coup, donc, je reviens un peu sur l'après, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont posé plusieurs questions là-dessus. Alors, je les centralise toutes un petit peu. Il y en a qui m'ont demandé si tu allais retourner à la Réunion. Il y en a qui m'ont demandé ce que tu allais faire sur Caillou. Enfin, sur le Caillou, pardon. Tu nous as parlé de biographie tout à l'heure, avant l'émission. Est-ce que c'est le projet? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, du coup, je disais, je me suis vachement concentrée sur cette dernière année de compétition et j'avais pas envie de me projeter pour pas fausser un peu cette année. Envie de vivre le moment présent. Bon, il y a biographie bien sûr qui est dans ma tête et c'était la transition. En début d'année, j'ai présenté mon projet à la Fédé et il y avait biographie dans le projet, même si c'est un projet Fédé compète. Donc ils ont très bien compris que c'était la transition, c'est biographie et on va dire que c'est un peu dans la même intention. Quand on est sportif de haut niveau, on rêve toute une carrière, on est à la limite entre est-ce qu'on rêve, est-ce que c'est possible, est-ce que va être la réalité ou pas. Les biographies, c'est un peu ça sur le rocher, mais c'est ce que j'ai pas retrouvé avec une autre voie pour l'instant.
Donc biographie dans un premier temps et après bien sûr je suis en train de me faire un petit carnet de toutes les voies qui me font rêver, plus ou moins faciles, plus ou moins loin de la maison, tout ça. Donc la suite c'est beaucoup de cailloux, mais après je sais pas trop comment je vais gérer aussi le vide, je pense, de la compétition. Donc à voir quelle voie va me transcender, quels vont être mes choix en termes de vibration. Je sais pas si ça va être dans la performance, j'imagine que oui, donc ce sera des voies très dures dehors, mais voilà. D'ailleurs, petite liste de croix que je me permets d'ajouter, que tu as déjà un petit peu commencé l'année dernière. Enfin, ça fait déjà un an là, tu as fait des super perfs sur le caillou. Alors, je les ai plus toutes en tête, mais il me semble que tu as réalisé tes premiers 9A ou en passant par le 9A slash plus même. Est-ce que tu n'as pas fait? J'ai triptyque tonique en tête. Ouais. J'ai... Et Puntix, Ouais, Puntix. une autre voie au même endroit, ouais. Ouais, exactement. Donc non, tu as fait quand même quelques gros cartons là l'année dernière. Ouais, mais j'ai profité de ma forme d'entraînement de compétitrice pour aller croiter un petit peu dans un style de voix qui est très physique et très résilié, quoi. Ce qu'on adore nous, c'est les compétiteurs. Super. Bon, on va avancer un petit peu parce que je vois qu'on est déjà à 1 heure. Juste pour terminer, je voulais te poser, si je t'avais dit, je voulais te faire un petit quiz sur est-ce que tu connais bien ta carrière, Manon et Élie. Alors, j'ai pas eu le temps de trouver beaucoup de questions parce que j'ai fait ça un petit peu au dernier moment. Mais du coup, déjà, alors, en plus, Mathieu m'a volé des questions sur ta première Coupe Mais du non, Monde. personne ne les a entendues. C'était pour que Manon elle puisse répondre un petit peu. Donc, ta première Coupe du Monde sur le circuit. Bah, du coup, je pensais que c'était 2012 à Valence. Et c'est 2013. Et c'est 2013, ouais. Et ta première compétition sur le circuit IFSC? Mais c'est ça, je me rappelle très bien, c'était les championnats du monde jeunes. C'était, je sais pas en quelle année, peut-être 2007, quelque chose comme ça. Un peu plus tard. 2009. 2009. Et regarde, alors j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai trouvé aucune vidéo de la compétition. Enfin, si, j'ai trouvé une vidéo. Il n'y avait pas de caméra à cette époque. Regarde, j'ai trouvé, je sais pas, tu me diras si ça te rappelle des souvenirs. Je sais pas si tu as des anecdotes à propos de ça. Alors, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Mais voilà, le mur de l'époque. Donc, tu n'es pas dessus sur la vidéo, malheureusement, je t'ai pas trouvé. Mais est-ce que toi, ça te rappelle un petit peu ce mur? T'étais comment t'étais contente? J'imagine que tu devais être hyper heureuse d'être là. Alors oui, c'est marrant de voir ces images. Alors c'était assez particulier pour moi. Je me suis qualifiée alors de manière assez... J'étais en vacances avec famille et c'était pas du tout prévu que je me qualifie pour les championnats du monde. Je la suivais un peu, donc je me suis inscrite aux compètes qu'elle faisait. et voilà, après à l'époque le niveau c'est pas du tout le même, hein, mais je me suis qualifiée alors que j'avais aucune expérience, hein. Donc je sais même plus, je crois que j'étais un peu la tête dans les nuages et un peu la tête dans la lune, donc j'étais contente d'être là, mais je crois que je me rendais pas vraiment compte de ce que ça signifiait. Ouais, en plus, et je crois que tu finis 12e, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Pas mal. Et ta meilleure place en Coupe du Monde? Bah, c'est mon podium à Briançon quand même. Ouais. Tu te rappelles qui était sur le podium avec toi? C'était Vita qui avait gagné. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Et deuxième, je sais plus si c'était Totkova ou Ella, je crois, Adamoska. Exactement, c'était elle, ouais. Et Ouais. Elisa Adamoska. Elisa, pardon. Voilà. Et dernière question pour toi que Mathieu a spoilé, mais est-ce que tu te rappelles de ton record de vitesse? Non, je disais autour des 12 secondes, je pense, mais dès que c'est le double. Tu te sous-estimes. Tu avais 10,69 et je crois que c'était à Chongqing. Je l'ai plus sous les yeux, mais en 2018 ou 2019. Donc, pas mal. 2010 à Chongqing. Ouais. Et ouais. 10,59 t'as? Ouais, 10,59. Et je crois que les en équipe de France, ils s'amusaient à faire des défis. Il y en a pour la première fois qu'ils faisaient la voie de vitesse et ils ont fait autour de 10 secondes. Et je me rappelle que ça m'avait mis un sacré coup, moi. Ah ouais? Bon, moi j'ai bien choisi mes disciplines, je crois que c'était pas fait pour moi. Ouais, mais ça c'était très aléatoire. Moi je me rappelle la période où tous les grimpeurs ils se sont mis à la vitesse pour
pour les JO, c'était t'en avais qui faisaient directement des temps aux alentours de 7, alors peut-être pas directement, et t'en as, alors s'ils faisaient 10, ils étaient contents, quoi. Donc, Ouais. alors, c'est une autre discipline. Bon, en tout cas, je propose qu'on passe sur le dernier résumé de cette semaine à Innsbruck. La finale de difficulté homme avec en demi-finale des noms assez habituels, pareil, qui revenaient. Neo Suzuki, Alberto Rines Lopez, Sorato Enraku, Giovanni Plassi, un petit peu surprise à la 4e place. Et encore une fois, Jakob Schubert et Adam Ondra qui étaient là, qui ne lâchent rien. Ils sont revenus en forme cette année. L'Indonésien Putra Ramadani qui confirme, on va dire, sa victoire de la semaine dernière et qui semble s'installer dans le top niveau mondial. Do Yoon Lee sorti 9e place de ces demi-finales. Et derrière, on peut noter quand même un très beau tir groupé de nos Français avec qui était la nation la plus représentée en demi-finale, avec notamment une nouvelle garde qui arrive, que je crois tu connais bien, Manon, avec Pierre Marzoulo, Arsène, enfin alors Arsène, ça fait un petit moment qu'il est là, Sam Afzou aussi, mais Victor Guillermin et Younes Obermasmoudi, alors qu'on connu des succès divers en demi-finale, mais qui sont de plus en plus présents quand même sur le circuit. Et on a hâte de voir ce qu'ils vont donner, notamment du coup Victor qui était champion de France de cette année avec toi. Chez les hommes. Alors le résumé vidéo, eh bien c'est très simple, une voix qui montait directement très haut chez les hommes avec, vous le voyez, Adam Ondra qui va être le premier à faire, on va dire, un gros score dans cette voix qui va atteindre la prise, alors presque 41, 40 plus. Derrière lui, Putratri Ramadani, l'Indonésien, va réaliser le même score et va le dépasser à sa différence du classement de demi-finale. Puis arrive l'un des hommes en forme de ce début de saison, Jakob Schubert. Regardez à quel point il est encore solide là où les autres étaient tombés. Et là, petite hésitation de la part de Jakob. Est-ce qu'on met un talon? Est-ce qu'on repart? Hésitation qui va peut-être lui coûter ce prochain mouvement avec une zipette du pied maintenant. Alors Jakob Schubert qui prend tout de même la tête, mais derrière Jakob va se faire dépasser par Alberto Rines Lopez, le deuxième en titre de l'histoire des Coupes du Monde, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Il collectionne les deuxièmes places, l'Espagnol. Là, il va pouvoir rêver d'une victoire, mais malheureusement pour lui, ce ne sera qu'un rêve, puisque Neo Suzuki, le japonais, va réaliser à peu près la même performance. Il va réussir à monter le talon et relancer. Au classement, eh bien, ce sera Neo Suzuki qui va remporter cette finale avec, à la différence de son classement de demi, tout simplement. Neo Suzuki premier, Alberto Rines Lopez deuxième, troisième Jakob Schubert, encore un podium pour Jakob Schubert, incroyable. Putratri Ramadani, quatrième, et qui confirme qu'il est bien là. Adam Ondra, j'ai envie de dire peu de changements par rapport à la Coupe du Monde de Prague. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de cette finale? Demande à Manon ce qu'elle en a pensé, elle n'a rien vu. Non, moi j'ai rien vu. C'est vrai que t'as rien vu. Elle était pas là, Manon. Elle était à l'isolement, oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais la finale des femmes se déroulait après celle des hommes. Comment ça s'est passé derrière à l'isolement? T'as vu quoi de la finale, Manon? Non, j'ai juste vu que les mecs ils avaient lu sous la pluie et on s'est demandé si la compétition allait être retardée, mais c'est tout. C'est vrai. Non, juste un petit mot sur la demi-finale quand même, avec Pierre et Arsène qui sont au mouvement clé pour aller en finale. Donc je trouve ça hyper chouette qu'ils arrivent à s'exprimer. Arsène, ça fait un moment, je crois que c'est son meilleur résultat, il m'a dit en Coupe du Monde, et Pierre aussi, son meilleur résultat. Et ouais, ça montre que c'est dense, parce que des fois ils n'arrivent pas forcément à passer en demi, ou du moins l'année dernière. Donc ouais, on peut voir. Donc il y a beaucoup, c'est très encourageant, et je pense que j'espère qu'ils arriveront à faire une finale cette saison. Ouais, je fais une petite parenthèse là-dessus, Manon, là, je remonte le classement. Je remonte juste le classement avec une prise de différence entre Luka Potočar qui est en finale et Sacha Lehmann 17ème. Donc vraiment, ça s'est joué. Non, pardon, on va dire Arsène Duval 13ème et une prise de plus avec Sacha Lehmann 17ème. Donc c'était juste. Tu viens d'en parler, Manon, plein de Français en demi-finale, entre guillemets, jeunes, plus ou moins jeunes, mais peu importe. C'est vrai qu'au final, les deux qu'on attendait le plus en diff, on va se le cacher, c'était Sam et Max Berton. Au final, Max, il n'est pas qualifié en demi. Bon, il a fait une erreur dans une des boîtes qualif, ça arrive.
Sam, il sortait du bloc la veille, il a fait une finale, il se qualifiait en finale. C'est assez rigolo de voir ces dynamiques. On en a parlé chez les hommes en bloc, un peu de la même manière, mais je dis qu'il n'est pas là, mais il y en a plein d'autres qui sont en demi. Comment tu la vois, toi, cette dynamique en fonction de l'équipe en général, ce genre de choses? On a aussi un peu l'impression que des fois, entre guillemets, que le leader soit pas là, ça laisse un peu plus de place aux autres. C'est n'importe quoi ce que je dis ou il y a un fond de vérité de temps en temps? C'est-à-dire le leader. Bah là, on voit que Mejdi, il n'est pas qualifié, voilà, que les autres, du coup, ils se qualifient en demi, machin, tout ça, ça a un impact? Ou c'est plus, tu as l'impression, toi, justement, un truc collectif, l'équipe qui fait qu'on arrive quand même, de temps en temps, à faire monter les jeunes et à les faire sortir aussi comme les autres? Non, moi je pense que pour le coup, les leaders, c'est sûr que ça pousse. Hein. Je pense que Oriane et Mehdi ont quand même bien porté aussi l'équipe de France. Indirectement, je pense que ça, déjà, s'ils s'entraînent ensemble, ben, ça pousse le niveau et puis ça montre que c'est possible, ça crée une dynamique. L'équipe de France de bloc, elle est quand même au top. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'équipe de Diff. Et encore, je crois que Momo disait du coup là que c'était un record de demi-finaliste sur une étape, je pense pas française ou même tout court. Donc, en tout cas, je crois, chez les mecs, hein, du coup, ils étaient, Et c'est 5 qualifiés, ouais. 5. Ouais, c'est ça. Je pense que là, quand même, chaque Français pour moi, hein, je pense que je suis assez objective, était capable de faire, du coup, une finale, était quand même pas tout le temps qu'on peut le dire. Des fois, on rentre en demi, mais bon, on sait que ça va être, difficile en termes de niveau. Et là, pour moi, les 5 qui sont capables, voilà, Younes, ça se voit pas parce que, il a fait une contre-performance pour moi, mais, ils sont capables d'aller accrocher sur un gros run, en tout cas, une finale, et ça, c'est hyper encourageant, ouais. En gros, tu es optimiste, toi, parce qu'on a un peu l'impression, pas se mentir, qu'il y a depuis quelques années, la diff en France, c'est un peu compliqué quand même. Toi, tu penses que ça peut, entre guillemets, changer et repartir plutôt dans le bon sens? Je dis pas qu'il n'y a pas eu des bonnes perfs, hein, parce qu'il y en a eu. Ça Ouais, reste quand carrément, même ouais. assez épisodique et on sentait que collectivement, c'était un peu compliqué quand même. Mais je pense que là, il y a du renouveau et que ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. Même chez les filles, il y a des petites jeunes qui arrivent derrière. Et pareil, ça se voit pas sur le papier, mais je pense que ça manque un peu d'expérience, peut-être gestion aussi de compétition, tout ça. Mais c'est possible qu'il y ait un tournant. Et bon, après, moi, j'ai envie d'y croire aussi parce que c'est mon équipe. Et voilà, mais je suis peut-être très positive, mais j'y crois vraiment. Et je pense même que les filles, là, qui font peut-être pour l'instant des 40e places, qu'elles sont capables de bien progresser. En tout cas, à l'entraînement, des fois, j'ai l'impression qu'elles me talonnent. Alors, voilà, sur la compète, là, en niveau Coupe du Monde, ça se voit pas, mais j'y crois et voilà. Ça, Swan Lamblin, Burguet, 17 ans, je crois. Kaina Vivian, qui doit avoir 20 ans ou 19, je sais plus. Et il y avait Amy Bro aussi sur la compétition, donc que des filles qui étaient en finale du championnat de France et qui ont bien performé. Donc, ouais, il y a toute une jeune garde là qui arrive, équipe de France de difficulté. Donc, on verra ce que ça donne. Rapidement. Juste une petite parenthèse, je pense qu'il y a déjà eu des finales de Coupe du Monde hommes avec au moins autant de Français qu'il y en avait là en demi. Oui. Faut pas remonter trop longtemps. Faut pas remonter trop loin dans l'histoire. Ah, faut remonter un peu quand même maintenant, mais. Ah ben oui, faut remonter. Faut remonter un peu quand même. C'est peut-être dans les 5 ou 10 dernières années, je sais plus. Non, parce que dans les années 90, c'était un massacre. C'est très différent parce que tu vois, quand je te dis, je suis en train de faire les stats de ces périodes-là en ce moment, en fait, c'est incomparable. Et pour moi, il y a vraiment un avant et après IFSC. Il y a 4 nations et. Déjà, il y a 4 nations qui participent. Et beaucoup de Français. Bon, c'est exagéré ce que je dis. Et oui, c'est vrai que les Français sont quand même énormément à l'origine des compétitions aussi, donc ça aide. Mais, après, à l'époque, les gens, ils s'entraînaient presque que sur des panneaux et dehors. C'est juste qu'en France, on avait déjà 3 millions de falaises et l'escalade en France, il y avait même toutes les stars américaines qui vivaient dans le sud de la France. Donc, donc aussi, c'est l'évolution des structures, tout ça, ouais. C'est clair. Je me permets, alors du coup je passe une petite stat sur cette finale. Bon, on a plus parlé de la jeunesse française et c'est très bien. Et il y avait que des vieux en finale. Alors je me rends compte que je ne l'ai pas mis dans mes palettes graphiques malheureusement, mais il faut savoir que Noel Suzuki, vainqueur dont on parlait un peu de l'ancien temps justement, et ben c'est le 5e grimpeur japonais à gagner au moins 3 Coupes du Monde de diff. Voilà, c'est le 5e derrière Aimori, Sorato Enraku, et il y avait Sachiyama et Yuji Hirayama avant.
Donc le nouvel homme fort japonais en compétition de difficulté. Il y en a eu pas mal ces dernières années. Ils ont été une armada en diff. Il y a eu Shonomata, Oyori Kusa, qui ont tous... alors je sais pas si Aoi il a gagné une Coupe du Monde où il fait deuxième, mais... Sashi Hanma, il n'a pas gagné 3 Coupes du Monde? Si, justement, c'est le 5e Ah, à pardon. gagner au moins 3 Coupes Ah du oui. Monde. Ah ouais, non, si, je te confirme que Yuji Hirayama, il les a gagnés aussi. Ah, mais c'est ça. Ok, Non, je sais. voilà, 5e japonais a gagné au moins 3 Coupes du Monde de diff, qui en fait une sacrée nation de Coupes du Monde de Mhm. diff, quand même. De diff. Ah bah, Yushi Hirayama, il avait bien ouvert la porte et elle est bien restée ouverte. Ouais. Hein, y a pas de souci. Et au contraire, et c'était un petit peu le dernier sujet que j'avais noté, Alberto Rines Lopez qui retombe à la 2e place, et on l'a vu, t'en as beaucoup, t'en as beaucoup parlé sur le live, Mathieu, en commentaire, mais Alberto Ah bah, j'ai pas pu la m'empêcher. malédiction, la malédiction T'es qui en train termine de. 6e fois 2e d'une Coupe du Monde, en sachant qu'il a déjà également terminé 5 fois 3e, 11 podiums et toujours pas une victoire. Et c'est incroyable. Bon, alors il est jeune encore, il a 23 ans, et c'est pas une... On va dire que c'est presque pas une mauvaise stat, c'est une excellente stat de savoir qu'on a déjà 11 podiums de Coupe du Monde à 23 ans, mais on l'a senti un petit peu chafouin. Ah bah, deux choses. Déjà, il en a gagné qu'une de compète dans sa vie, c'est celle qu'il fallait gagner. Hein. Il est champion olympique et il est le premier champion olympique de l'histoire de l'escalade. Personne ne va lui enlever. Hein. Donc, donc voilà. Et oui, là, carrément, on l'a senti. Bon, carrément, j'ai dit que ça le saoulait. Je pense ça l'a gonflé complet. Pour deux raisons. Déjà, parce qu'entre guillemets, il finit encore 2e. Et que je pense que si, quand il lui serre la main, là, ouais, il a du mal. Hein. Là, Il lui a c'était... pas fait un gros câlin. Et je pense aussi que si Neo Suzuki avait gagné avec 5 prises d'avance, il n'aurait pas réagi pareil. Je pense que là, en fait, il tombe en se disant j'aurais quand même pu en faire au moins un ou deux de plus de mouvements. Et il voit Neo Suzuki qui tombe ex aequo avec lui en finale. Et là, je pense qu'il s'est dit mais encore une fois, c'est moi qui me marche dessus là pour pas aller chercher la prise qu'il faut pour gagner. Là, et je pense que sur le moment, ça l'a fatigué. Mais d'ailleurs, c'est tout le problème, c'est que Alberto Rines Lopez, en fait, c'est pas quelqu'un qui finit 5e derrière Yannick Garnbret. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui finit 2e, 20 prises derrière un mec à chaque fois qui est intouchable. En fait, c'est pas, tu sais, c'est pas ces personnes dans l'histoire où tu dis lui c'est un 2e. Où à chaque fois il sera 2e et tu le retiens pas parce qu'il a tout le temps été 2e et qu'il a jamais été sur le devant de la scène. Alberto, à chaque fois il peut gagner, à chaque fois tu te dis tu peux le mettre en favori, il y a aucun problème, et à chaque fois c'est une prise et tu te dis c'est fou quoi, ça retombe jamais du bon côté. Donc c'est terrible pour lui pour l'instant, mais bon, il est quand même vainqueur du classement général Coupe du Monde l'année dernière. Mais là, il était à Innsbruck, il a pu s'autoriser à faire la gueule parce qu'il était 2e. Parce que franchement, là où il aurait dû plus gagner, probablement, c'est l'année dernière à Madrid. Mhm. Et comme c'était chez lui et que tout le monde l'applaudissait, il s'est senti obligé de faire genre, je suis content. Mais je pense qu'à Madrid, par contre, là, bien, entre C'est guillemets, dur, ouais. il a bien mangé la feuille. Parce qu'il était vraiment plus fort. Et donc, Ouais. donc voilà. En tout cas, bon, je propose qu'on en termine ici parce que ça fait déjà quasiment 1h20 Allez. d'émission. Juste avant de clôturer, j'ai oublié de montrer le classement général de la diff femme aussi, donc on va faire les deux d'un coup. Classement général de la difficulté femme, et ben Annie Sanders qui prend déjà un avantage incroyable sur la concurrence, et franchement avec le double tout simplement de points par rapport à Chae Seo, on peut se demander si la saison n'est pas déjà pliée au niveau du titre vainqueur du classement général, surtout que on sait que Yannick Garnbret, qui revient très très forte avec une compétition en moins, ne participera pas aux 3 prochaines étapes. Enfin, je sais plus si elle participe pas à une quand même, mais en tout cas elle sera pas à Cham. Je pense qu'elle va être un peu obligée d'aller grimper à Copper à domicile. Je Ouais, pense qu'il y a à une Copper, petite effectivement. pression médiatique et sponsorétique qui Ouais. va la pousser à aller grimper à Copper. Voilà, derrière Jessica Pils, Erin McNish, Zelia Avzu qui sera sûrement encore on va dire en duel pour un podium, même si, puisque on l'a dit, Yannick Garnbret ne refera sûrement qu'une compétition cette année. Rosa Rekar, Ella Fischer, Jane Kim et Ryu Nakagawa. Et enfin, le classement général de la difficulté homme, et ben là c'est pareil, on a un gros leader avec Neo Suzuki. Mine de rien, qui fait moins de bruit qu'un Sorato Enraku parce que pour l'instant c'est un peu nouveau, il est moins dominant, mais attention à lui
dans les prochaines étapes, dans les prochaines années, parce qu'il voilà, il y a deux victoires sur 3 étapes et une deuxième place. C'est du solide. Poutratri Ramadani, toujours deuxième. Alberto qui se rapproche énormément, c'est au coude à coude. Sorato Enraku qui va lui aussi lutter pour le podium. Derrière, Jakob Schubert avec une Coupe du Monde en moins qui est cinquième. Luca Potočar, Doyumli, Sato Yoshida, Samazu et Adam Ondra. Eh ben, merci à vous d'avoir été là tous les deux pour ce débrief. Merci Manon d'être venu nous parler un petit peu de toi. On a le droit de te poser une dernière question, Manon, quoi. Ouais. Une dernière. Juste pour rappeler à tout le monde que Manon, tu es bien infirmière, tu travailles comme infirmière. Je voulais juste savoir, vous ne devez pas être très très nombreux sur le circuit à avoir entre guillemets un métier comme ça dessus. Toi, ça t'apporte un équilibre ou tu as l'impression d'être un ovni et que la nouvelle génération, c'est pas possible? Moi, ça m'apporte un équilibre. Après, c'est sûr que pour être plus fort, je pense que c'est pas mal d'être à 100% sur le haut niveau. Voilà, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je pense que ça dépend de chacun. Et effectivement, il y en a quand même quelques-uns qui... Ina aussi, elle bosse en tant que kiné. Je ne pourrais pas dire exactement combien d'heures elle fait, mais Ina ça dépend de l'année. Pour ceux qui n'ont pas forcément le nom en tête. Mais... Oui, il y en a quelques-uns qui bossent un petit peu, je pense, chez les jeunes. Après, je pense aussi les jeunes, c'est plus dur de percer parce qu'il y en a quand même pas mal qui font des études. C'est pas quand même encore facile de vivre de l'escalade, donc c'est dur de tout mettre de côté pour faire ça. C'est vrai. Bon, en tout cas... merci beaucoup pour l'invitation. Ça paraît... Je mets ton métier à côté, tu continues infirmière. Voilà, dans les projets, c'est pas... écoute, on te souhaite le meilleur, que ce soit professionnelle et sportive, et dans tout le reste d'ailleurs. Merci à toi, Mathieu, d'avoir été là aussi. Merci. Manon, profite bien de Chamonix. On se retrouve, je remonte juste une dernière fois le calendrier de la saison. On se retrouve... on ne débriefera pas les étapes de Cracovie en Pologne début juillet, puisqu'il n'y aura que de la vitesse, et on ne fait malheureusement pas la vitesse, peut-être l'année prochaine. On verra, et on se retrouvera donc pour Chamonix en France du 10 au 12 juillet pour la 4e étape de difficulté. Pour le reste, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram Caillou TV pour vous tenir au courant de toutes les informations et tous les horaires sur ces Coupes du Monde. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.